À mes côtés pour nous accompagner aujourd'hui, Laure Gasparotto, journaliste au Monde. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour à tous les auditeurs. Pour commencer cette émission, Invino sur Radio, le plaisir d'accueillir Laurent Abrard. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors votre domaine, vous êtes dans la vallée du Rhône, mais vous êtes où exactement ? Exactement, juste à côté de Tain-l'Hermitage. C'est un petit village qui s'appelle Gervans. Donc la partie nord des Côtes-du-Rhône. D'accord, et c'est familial, vous êtes 5e génération ? 5e génération, j'ai commencé moi à travailler en 98 pour la reprise de l'exploitation. Vous avez bossé ailleurs avant ou pas ? Non, je suis allé en Argentine faire un stage à Mendoza. D'où le pan. D'où le pan, effectivement. Le pan à l'Argentine. Parfait. Alors, Laure, combien d'hectares vous avez aujourd'hui en exploitation ? 16 hectares au total. 16 hectares. Laure ? Donc, vous travaillez en famille, vous avez des frères et sœurs qui travaillent avec vous. Pourquoi est-ce que c'est vous, dans la famille, qui avez repris le domaine ? Alors, j'ai 2 sœurs et un frère, mais on s'est installé avec mon frère et puis ça l'a pas fait, comme on dit. Donc, du coup, il est parti et j'ai Il a créé un domaine de son côté ou pas du tout, non, il est parti dans une branche complètement différente. Et donc, là, vous représentez la 5e génération. Est-ce qu'il y aura une 6e génération ? Est-ce que vous êtes un maillon de la chaîne qui fait suivre le domaine ou... Alors, il y a justement le fils de mon frère qui est intéressé, il est à l'école et il va certainement reprendre le domaine. Alors, plutôt que de parler des histoires de famille qui peuvent intéresser quelques personnes, mais ici, on est là pour le vin. Donc, quelles sont vos appellations ? On travaille sur 3 appellations différentes, le Gros-Hermitage, le Saint-Joseph et l'Hermitage. Et l'Hermitage. Bon, ça va, il y a pire David Cobold. Ouais. Et alors, justement, donc, au niveau des cépages, vous peut-être nous rappeler les cépages que vous utilisez ? C'est assez facile. Dans notre région, on a le droit d'utiliser qu'un seul cépage pour le rouge, cépage Syrah. Et en blanc, c'est un tout petit peu plus compliqué, la Marsanne et la Roussanne. Donc, vous faites du Saint-Joseph pour le blanc ? Non, seulement en rouge, Saint-Joseph. Et blanc, Gros-Hermitage et Hermitage. D'accord. Et alors au niveau donc de la production, donc vous êtes indépendant, c'est ça ? Vigneron indépendant. Et vous êtes en culture. Vous avez choisi quel genre de culture ? On est en bio depuis 2008 exactement. Alors assez compliqué, on a pas mal de pentes vers chez nous. Et la difficulté du bio augmente par rapport en relation avec la pente. Pourquoi ? Eh bien, le problème, c'est qu'en bio, on n'a pas le droit d'utiliser de désherbants chimiques. Ça veut dire qu'il faut trouver d'autres méthodes pour essayer de se parer de l'herbe. Donc, vous avez soit le cheval, soit la tonte ou la pioche. Alors, la pioche, on la sort vraiment en dernier recours. Mais il faut la sortir. C'est dur. Hein. Vous avez des chevaux ? Non, pas moi particulièrement, mais il y a des prestations. Il y a une quinzaine d'années, il n'y avait qu'un prestataire sur la colline de l'Hermitage. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont une quinzaine de prestataires qui proposent justement la possibilité de... Mais malgré tout, on voit un recul de la culture bio dans le monde du vin. Est-ce que vous êtes posé la question ? Ou alors c'est vraiment évident et acquis pour vous ? C'est acquis en 2008, quand je suis passé en bio, c'était vraiment un souci d'éthique. Je sentais que dans mon chemin professionnel, il fallait que je passe en bio pour aller sur le bon sens, dans le bon sens. Pour le goût du vin ou pour l'environnement ou pour les deux ? C'est pour l'environnement, que ce soit pour l'air ou pour la terre. Donc des convictions personnelles d'abord. Exactement. Ça n'a aucun impact sur le goût. Par contre, sur le sol, oui. Ça. Sur le goût, on va avoir d'autres phénomènes. Je travaille avec des vins sans sulfite, où là, on va agir sur le goût. Mais effectivement, la culture bio ne va pas forcément faire évoluer la... Tous vos vins sont nature ou c'est qu'une partie des vins Alors, ils ne sont pas nature, ils sont en bio, en agriculture biologique. Sans sulfite. Alors là, c'est un choix de ma part sur les rouges, sur tous les rouges, que ce soit les Gros-Hermitage ou les Saint-Joseph. Ouais. Pour avoir plus de fruits, c'est ça l'objectif ? En tout cas, pour les laisser vivre, ne pas les arrêter grâce au SO2, donc les fameux sulfites. Ça veut dire que si on n'utilise pas de sulfite, on va pouvoir au fil des mois les laisser se grandir par eux-mêmes. Et je crois que vous devez avoir très confiance dans les populations levurales. Exactement, par l'hygiène de la cave. Chaque mois, on fait une dégustation avec une analyse de l'ensemble des fûts et des cuves pour pouvoir voir l'évolution des vins. L'hygiène de la cave, David, ça c'est intéressant, on n'en a pas beaucoup parlé, d'ailleurs je crois jamais. C'est super important parce qu'on parle tout le temps du raisin, de la pâte du vigneron, mais entre les deux, il y a des choses et la propreté est un facteur important. C'est toujours important, mais c'est d'autant plus si on n'a pas recours au SO2, au sulfite, parce que le sulfite c'est un antioxydant et un bactéricide, et si la cave n'est pas impeccable quasiment comme une cuisine, vous avez multiplié les risques d'infection bactériologique. Mais si je peux me permettre, il n'y a pas que les levures de la cave, aussi il y a celles qui viennent de la vigne.
Parce que si on veut ne pas mettre de sulfite déjà dès la vendange, je ne sais pas si vous en mettez dès la vendange, mais il faut que la vendange soit ultra saine. Et elle soit saine de la vigne et dans le chai, les deux. C'est-à-dire que vous avez la moindre raisin pourri, ça va infester l'ensemble. Ouais, donc c'est quand même de l'artisanat quand même. C'est un peu plus compliqué. Ouais. Et alors aujourd'hui, donc vos vins pour la partie vin rouge, le potentiel de garde, on peut les attendre parce que c'est qu'Hermitage, c'est quand même des appellations qui permettent de vieillir, quoi. Alors moi, depuis 25 ans que je travaille, j'ai plutôt tendance à garder mes vins blancs plutôt que mes vins rouges. Oui. Un Gros Hermitage ou un Hermitage qui a 10, 15 ans, je trouve en blanc, ça, vous dites. Hein. En blanc, voilà, je les trouve absolument magnifiques. Les rouges en Gros Hermitage, une fois qu'ils ont 4, 5, 6 ans, je trouve que c'est bien. Il faut y aller, quoi. Ouais. Le vin est fait pour être bu. Et pour les Saint-Joseph, c'est pareil, pour les Hermitages aussi? Saint-Joseph, on pourrait, je crois, attendre un petit peu plus. On a en général des vins un peu plus structurés, un peu plus toniques. Et Hermitage aussi. Et Hermitage un petit peu plus aussi, ouais. Mais vraiment les blancs, un accent sur les blancs qu'on peut garder beaucoup plus longtemps. Le millésime 2024, comment vous l'avez vécu? On parle d'une année assez horrible pour le vignoble français pour plein de raisons. Vous avez été une production en berne également. Comment ça s'est passé? Alors au niveau qualité, je crois que j'ai jamais fait de millésime aussi qualitatif. Ouais, ça c'est ce que tous les vignerons disent chaque année, Laurent. Donc, non mais là, cette année, vous êtes le seul que j'entends me dire ça. Non, moi ça fait 25 ans et je vous mens pas. Au niveau de la quantité, par contre, c'est pas la même histoire. 50% pour les blancs et 40% de moins pour les rouges. Et c'est vrai qu'à un moment, ça va faire mal. Et vous dites que la qualité, donc, elle est là pour les blancs et pour les rouges, selon vous? Alors surtout pour les rouges. Surtout pour les rouges, pour les blancs, vu qu'on a que la moitié de la récolte. Est-ce que c'est un effet de concentration naturelle par la baisse de volume? Je suis pas persuadé. Non, c'est pas que ça. L'effet millésime global. On a eu la chance d'avoir à partir du 14 juillet un beau temps, un très beau temps, et heureusement. Et je crois que cette fin de période, cette fin de saison a été un peu salvatrice pour la qualité du raisin. Ouais. Laure, c'était parmi les 25 millésimes que vous avez vécu, quel est votre préféré? Vous voulez vous regoûter de temps en temps? Vous en avez chouchou. Un petit chouchou. Un foufou, un chouchou. 2015, j'aime beaucoup le 2015. Il y avait 2001 qui était aussi très très bien. Après, tous les millésimes, c'est un peu l'objectif des vignerons d'aujourd'hui, de peut-être pas faire les meilleurs millésimes chaque année, on y revient, mais en tout cas d'essayer de faire des millésimes qui sont tout à fait corrects. Et on a les moyens aujourd'hui par rapport à la connaissance œnologique, par rapport à des moyens techniques et pratiques, de faire des vins qui sont au moins corrects chaque année. Vous en faites moins si les raisins ne sont pas toujours au top. C'est ça, et puis on a la chance d'avoir une valorisation qui est importante, donc ça nous permet de mettre à terre les raisins qui sont les moins jolis, et donc c'est plus facile. Est-ce que vous diversifiez votre activité avec le no-tourisme par exemple, ou vous restez campé sur votre rôle de vigneron? Ce que je comprendrais. Hein. Ouais, alors le no-tourisme, un petit peu, effectivement. On est dans une région qui attire de plus en plus de monde. Après, j'ai d'autres passions aussi. J'ai fait une semaine de boulangerie, paysan boulanger. Ah oui. Et de formation. Et puis, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément aussi, c'est la politique. Et essayer de voir si on est réellement en démocratie et si on ne l'est pas. Essayer de savoir comment vous présenter pour être à la députation, pour être ministre ou président d'ailleurs. Surtout pas. Non. Surtout pas. Je parle de démocratie. D'accord, démocratie. Donc vous allez vous engager un jour ou l'autre? Vous êtes déjà engagé peut-être? Non. Ce que j'aimerais, c'est que le monde entier, le peuple entier s'engage, mais c'est une autre histoire. Là, il y a du boulot, quoi. Vaste projet. Bon, alors, donc j'aime bien le lien avec le pain, parce que vous avez en commun avec le vin les levures. Exactement. La fermentation. Exactement, vous avez tout à fait raison. Et quand vous avez bien pétri le pain, notre futur président, c'est qui? Il ne faut pas de président. Il ne faut pas de président, quoi? Absolument pas. Non, mais vous êtes sérieux, quoi? Vous voulez pas de président? Absolument pas. Pas de parlement, pas de Sénat, un bon dictateur, on rappelle Kadhafi? Non, un roi. Apprenez ce qu'est la démocratie et puis on en reparlera. Bon, très bien, ça c'est un autre sujet. Ok, vous avez un site internet, donc la gamme de prix, ça va combien? Parce que quelqu'un qui balance tous ses raisins par terre, il doit les vendre cher. Non, pas du tout. Non, ça va être combien? On est entre 20 et 40 euros. Entre 20 et 40 euros. Donc on se régale et en plus avec un garçon. De démocratie au sens grec. Absolument, mon cher David. Exactement, bravo. Merci beaucoup, Laurent Abrard, Laure Gasparotto, David Cobold. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité, Xavier Millard, qui est le directeur général de l'excellente maison de champagne Mailly.